Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette conférence dédiée à la publication du nouveau baromètre ESG 2021 que nous élaborons avec Pascal Koenig, ici présent, désormais chez Insight AM, après 30 ans chez Deloitte. Donc, après le premier baromètre publié l'an dernier, il nous a paru vraiment intéressant de suivre en dynamique l'évolution du regard des épargnants d'un côté, des conseillers de l'autre sur l'investissement responsable. Donc, on a prévu 45 minutes pour cette présentation et ensuite, on sera ravis de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, tout simplement, dans Zoom, vous pouvez aller sur la boîte Q&A et poser l'ensemble des questions. On y répondra avec Pascal à l'issue de la présentation. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, c'est simple. Je vais d'abord rappeler les objectifs et méthodologies et le contexte de l'étude. Ensuite, Pascal évoquera les synthèses des résultats tant du côté des épargnants que des conseillers. Et enfin, je détaillerai les leçons que nous, on en a tirées et j'exposerai la vision qu'on a au sein de la maison CPRAM. Donc, tout d'abord, objectifs et méthodologie. Donc, c'est simple. Il suffit d'abord, on a l'idée de mesurer l'appétence des épargnants d'un côté sur les produits financiers d'investissement responsable et mesurer les convictions des conseillers en la matière pour évaluer les perspectives de conditions de développement de l'épargne dans cet axe d'investissement responsable. Et alors, grâce à la granularité offerte par ces études, vous savez on a accès à l'ensemble des catégories socio-professionnelles, l'ensemble des lieux d'habitation, les sexes, les âges, etc. On pourra identifier le profil des épargnants de manière précise sur l'ensemble des dimensions qu'on va exposer. Pourquoi? Évidemment, ensuite, pour évaluer les impacts que l'on en tire, aussi bien dus à la crise actuelle du coronavirus et l'accroissement de l'offre qui s'est bien développée au cours de l'année 2020. Donc, vous avez compris que la méthodologie, elle est double, puisqu'on a d'abord enquêté auprès d'un panel large d'épargnants eux-mêmes, et ensuite, on a aussi procédé à une enquête parallèle auprès des conseillers, alors des conseillers issus du monde bancaire ou du monde des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on a un peu plus de 475 personnes, un peu plus que l'an dernier, mais avec une répartition entre les CGP et les banquiers privés identique à celle de l'an dernier. Côté épargnant, nous avons fait appel, comme l'an dernier, à la société OpinionWay avec une méthode des quotas tout à fait classique. Et cette cette enquête a été réalisée en novembre dernier. Et côté conseiller, nous avons fait aussi appel à la même société que l'an dernier, donc Spoking Pool. Et là, encore une fois, on a eu la possibilité d'interroger un panel assez large puisque j'ai évoqué 475 personnes. Donc, des éléments de contexte de cette étude. Donc, tout d'abord, évidemment, on a assisté à une énorme accélération de l'ensemble des parties prenantes, notamment sur les critères climat. Je vais y revenir 2 secondes. L'ensemble des parties prenantes, quelles sont-elles? D'abord, évidemment, les gouvernements. Donc, je cite ici le plan de relance européen qui fait un focus très clair sur les investissements verts. Mais vous avez vu que l'ensemble des États dans le monde entier acceptent une dynamique très positive en la matière puisqu'ils s'engagent les uns après les autres à avoir une neutralité carbone en 2050. L'Europe, c'était déjà fait. Le Japon et la Corée l'ont fait pour 2050, la Chine pour 2060. Et on sait très bien que l'administration Biden l'a annoncé, va revenir dans les accords de Paris et aussi va intégrer cette dynamique, encore une fois, qu'il faut bien saluer, une dynamique positive. Et on verra les résultats des engagements aussi en 2021 lors de la COP26 à l'automne prochain. Du côté des entreprises, parce qu'évidemment, c'est les entreprises qui sont au cœur des mesures aussi à prendre. On voit aussi une dynamique très positive. Donc, Science Based Target, c'est un organisme multipartite, y compris soutenu par l'ONU, par le World Research Institute, etc., où les entreprises s'engagent elles-mêmes sur une trajectoire de degrés. Il y a plus de 1150 entreprises qui sont dans ce processus, avec plus de 500 qui ont signé avec des rapports d'étape réguliers en la matière. Et on voit aussi le nombre de sociétés qui répondent au CDP progresser année après année. Côté des investisseurs, évidemment, on voit une grande dynamique, que ce soit le monde institutionnel ou le monde des sociétés de gestion. On pourra y revenir en fin de présentation. Et il y a un catalyseur très fort qui est la réglementation. Alors là, on a eu une avalanche de textes européens,
J'en cite sans rentrer dans le détail, hein, mais on en a cité sur les slides. Donc, les indices climat, que ce soit le Paris Align Benchmark, le PAB, ou le CTB, Climate Transition Benchmark. Ce qui préoccupe aujourd'hui les sociétés de gestion, c'est la transparence et l'appropriation des risques de durabilité via le règlement européen qui s'appelle Disclosure ou SFDR. Évidemment, on aura aussi, côté entreprise, une incitation à publier de plus en plus d'indicateurs d'impact avec la règlement sur le reporting non financier. Et on aura aussi, côté climat, la taxonomie des activités durables qui va se mettre en place dans les prochaines années. Côté français, évidemment, on a d'abord les textes européens, mais on a aussi des textes locaux, si on peut dire. Donc, on avait évoqué déjà l'incitation au sein de la loi Pacte à promouvoir des fonds d'investissement responsables. Mais vous avez vu que l'AMF a publié une doctrine en mars 2020 qui rentre en application pour les fonds existants le 10 mars prochain, avec une doctrine assez précise et assez engageante. Évidemment, le label Relance qui a été mis en place à l'occasion de l'épidémie du Covid, intègre d'ores et déjà des critères ESG. Et vous avez vu aussi que le label ISR a connu une nouvelle version en 2020, en octobre 2020, notamment en intégrant l'immobilier dans son périmètre, mais aussi des indicateurs d'impact. Un indicateur à tenir compte pour le 1er janvier 2021 et un autre avant fin 2021. Ça se traduit en chiffres, évidemment, donc toutes les courbes sont à la hausse, que ce soit les fonds en nombre de fonds repérés sur le graphe, que ce soit le nombre de fonds labellisés. Hein, aujourd'hui, il y a 400 fonds labellisés presque en France, ISR. Et évidemment, ça se traduit aussi dans l'accroissement des fonds thématiques. On a l'impression que les fonds thématiques, c'est quand même ceux qui donnent le plus de sens et qui permettent aux investisseurs particuliers d'adhérer le plus à cette perspective. Et d'ailleurs, au passage, on a pu montrer que la durée de détention des fonds ESG et thématiques en particulier, elle est plus longue que les fonds classiques parce que les épargnants, encore une fois, s'approprient totalement le thème. Donc, en Europe aussi, évidemment, ça se traduit. Donc, on voit le nombre de fonds qui se développent très nettement. Et d'ailleurs, la collecte, si on faisait un split entre les fonds non ESG et les fonds qui intègrent les critères ESG, on aurait une distinction très nette. Les fonds qui intègrent les critères ESG dominent largement la collecte au niveau européen. En termes de flux, vous voyez aussi en milliards d'euros que ce que ça représente, mais les courbes sont assez parlantes et on est persuadé que c'est une tendance de fond qui va perdurer. Donc, une fois donc, ce contexte de l'étude élaboré, je vais passer la parole à Pascal pour la synthèse des résultats et je reviendrai pour les leçons que l'on en tire au sein de la maison CPRM. Merci Arnaud. Alors bon, c'est toujours difficile de ne pas voir les gens à qui on parle, mais je vais essayer de m'habituer à ce nouveau cadre. En tout cas, je suis ravi de ne pas vous revoir, hein, mais en tout cas, essayez de vous. En tout cas, j'espère que vous me voyez. Alors, j'ai pas tellement changé, hein, j'ai peut-être pris un peu de poids. Maintenant, j'écoute peut-être France Bleu Vaucluse plutôt que BFM Business. Mais en tout cas, on a eu le plaisir de travailler sur cette nouvelle étude. Alors, cette nouvelle étude, d'abord, c'est la continuité de celle qu'on avait pu faire l'année dernière ensemble, hein, c'est en avril 2019, alors c'est plus que l'année dernière, même c'est un peu plus long que ça. Alors vous verrez, on a des slides et des tableaux qui sont en phase avec ce qu'on avait fait l'année dernière et qui sont donc dans la continuité. Mais on a essayé aussi de trouver de nouveaux angles pour essayer de mieux cerner la vision à la fois, bien sûr, des épargnants et d'autre part de celle des conseillers. On a utilisé, comme le disait tout à l'heure Arnaud, les mêmes types de sondeurs, hein, toujours pour essayer de rechercher cette récurrence et la pertinence, puisqu'on cherche surtout, comme c'est un baromètre, à voir l'évolution. Et puis, vous verrez, donc, on a un certain nombre de slides qui nous permettent de descendre des chiffres qui sont, vous allez le voir, à la fois en évolution, mais aussi, pour certains, en rupture. Alors, on va commencer par le regard des épargnants. Alors, vous voyez sur la slide, on a différents éléments qui sont, sur lesquels il faut prendre en compte. Vous avez dans le cartouche du haut, vous avez le nombre de personnes qui ont répondu à la question. Vous verrez que sur certains graphes, il y aura une confrontation avec N-1, et puis vous aurez aussi le nombre de réponses pour les questions multiples, ce qui vous permet effectivement de mieux cibler
les différentes qualifications de la question et des réponses, bien évidemment. Alors, on avait commencé par une première question pour se dire, bon, on a eu Covid, on a eu donc les marchés boursiers qui ont connu des certains mouvements sur le premier trimestre, et on a eu aussi effectivement un ensemble d'actionnaires nouveaux qui sont venus se positionner sur la partie action. Ça nous permet, on trouvait ça intéressant de savoir si effectivement, lorsque ces nouveaux actionnaires sont arrivés sur le marché, et donc de les qualifier, ces nouveaux actionnaires, est-ce que eux, par définition, se sont positionnés sur l'investissement responsable? Alors, donc on a posé cette question. Donc, au cours de l'année 2020, avez-vous renforcé votre investissement en produits long terme? À notre panel, encore une fois, hein, qui est constitué d'épargnants. Hein, premier point, ce sont des épargnants qui ont soit une assurance vie, un compte titre, et ou 10 000 euros en épargne. Hein. Donc, c'est toujours important de se rappeler ça. Et donc, ce que l'on voit, c'est que 51% ont ouvert ou renforcé leur investissement en produits long terme. Alors ça, c'est intéressant. Hein. Donc, c'est très clairement en phase avec les études de l'AMF sur l'arrivée des nouveaux actionnaires. C'est aussi très en phase avec ce qu'a pu dire Boursorama, Fortunéo, en matière d'arrivée de ces nouveaux ouvertures de comptes, hein, puisqu'il y a 100 000 comptes titres qui ont été ouverts, notamment chez Boursorama. Et ce que l'on voit surtout, que ces petits actionnaires, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont jeunes, qu'ils ont une surface patrimoniale qui est limitée, et surtout qu'ils arrivent avec un certain nombre de convictions. Bon, effectivement, donc on a ces 51%, ce qui veut dire aussi qu'on a 49% qui n'ont pas choisi d'aller au-delà et d'investir sur des produits long terme. Autre point, on avait cette question. Alors, cette question, on l'avait déjà l'année dernière et je pense qu'elle est importante de la suivre d'une façon régulière. C'est sur la connaissance. Alors, l'année dernière, on était sur un chiffre de 67% en matière de gens qui considéraient, qui maîtrisaient bien ou qui connaissaient. C'est-à-dire, euh, je connais un peu ou je connais très bien. Et aujourd'hui, on arrive à des pourcentages qui sont beaucoup plus élevés et qui est lié notamment à la partie je connais un peu. Alors, on n'est pas sur des pourcentages de progression très fortes. Et si on peut considérer que le niveau de connaissance progresse peu, hein, puisque, in fine, lorsqu'on regarde, c'est les 40% versus 36%, hein, c'est les deux lignes le plus en haut, hein, je connais un peu et je connais très bien. Donc 40 contre 36% N-1. Ce que l'on peut voir, c'est que le niveau de méconnaissance régresse fortement. Donc, où là, on avait 24% aujourd'hui contre 32% en N-1. Donc, ce que l'on peut dire sur ce point, c'est que les efforts de communication qui ont été faits, qui ont été largement développés, notamment par les autorités de tutelle et par les associations professionnelles et même par les distributeurs, aujourd'hui doivent continuer de porter leurs fruits, notamment sur un certain nombre de populations, on peut dire les plus de 50 ans, les gens qui vivent dans des agglomérations de moins de 100 000 habitants, des artisans, des commerçants, des employés, les inactifs. Donc, on a effectivement encore un certain nombre de populations qu'il faut travailler pour avancer sur cette connaissance de l'investissement responsable. Donc là aussi, c'est un tableau qu'on avait l'année dernière, c'est sur les thématiques prioritaires. Alors l'année dernière, si vous étiez là, j'avais évoqué notamment le fait qu'il y avait à la fois les thématiques de l'environnement et les thématiques sociales qui étaient très présentes. On est un petit peu toujours dans le même dispositif. Alors après, on peut se poser des questions sur on est post-Covid, hein, donc on a fait ces sondages au mois de novembre. On aurait dû voir l'emploi, par exemple, comme étant une priorité, ce qui n'est pas le cas. Hein, donc on reste dans des taux qui sont très similaires à ceux de l'année dernière. Et puis, plus globalement, on a très peu de changements. Sauf le consommer peut-être et produire local, hein, qui a fortement progressé entre N et N-1, entre N-1 et N, pardon. Et puis, les thématiques de conditions de travail, donc on voit aussi, donc c'est peut-être le télétravail, donc ça améliore très clairement les conditions de travail, manifestement, qui ne sont plus une priorité. Euh, Comme l'année dernière, les thématiques de gouvernance ne sont pas les priorités des épargnants, mais ce que l'on peut dire globalement, c'est que les thématiques, bien sûr, sur l'environnement progressent fortement, à plus 10%. Donc, le social et l'humain baissent globalement aussi
de 7%, et la gouvernance, bon, reste à des niveaux très faibles. Autre part intéressante, donc sur les questions concernant l'investissement de l'épargne dans des produits qui recherchent l'investissement responsable. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que 44% sont prêts à investir plus de 30% de leur épargne dans des produits investissements responsables. Alors, effectivement, alors ça, c'est une question un petit peu nouvelle qu'on n'avait pas posée l'année dernière et qui nous paraissait intéressante de détailler. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Lorsqu'on essaye d'aller un peu plus loin dans les chiffres, donc on ne va pas échapper au lieu commun, hein, c'est-à-dire le triptyque sur l'investissement responsable, qui est d'ailleurs, c'est d'abord générationnel, c'est urbain, c'est CSP+, en gros, qui est assez classique. Mais ce que l'on note quand même, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il n'y a pas de différenciation très forte entre les différentes catégories. C'est-à-dire il y a pas des gens qui sont pour et contre, il y a des gens qui sont vraiment convaincus et d'autres qui sont à l'écoute plutôt, hein. Alors, on a posé une nouvelle question aussi, c'est sur, alors celle-là, elle me paraît très, très intéressante, c'est-à-dire de faire des couples et de savoir si, quel type de proposition les épargnants aimeraient retenir. Alors, l'on voit que bien évidemment, la première est en tête. Alors, elle est importante celle-ci parce qu'elle visait en fait à mettre en évidence la préservation du capital d'un côté, donc l'aversion au risque, on va dire, et l'impact significatif environnemental ou social. Et on voit qu'elle recueille la majorité des suffrages d'une façon assez nette. Et là, on voit bien que c'est l'élément clé, c'est-à-dire peu de préservation du capital, absolument, et effectivement rechercher un impact social. À l'inverse, hein, on peut regarder sur la dernière ligne, la délivrance d'une performance de 15% sur 2019. Là-dedans, on va retrouver tout un tas d'épargnants qui sont très différents dans leur façon. On a à la fois les joueurs de l'auto, les boursicoteurs, les perfs à tout prix. On a effectivement, on peut classifier cette population d'une façon très différente. Alors, sur le point qui est clé, qui est la confiance, donc ça, c'est un élément qui nous paraît toujours important et c'est un élément qui nous sert ensuite pour voir comment notre baromètre tous les ans évolue. On voit qu'il y a eu très peu d'évolution par rapport à N-1. Donc on était à 66%. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 65% d'accord, comme quoi, effectivement, les produits d'investissement responsable sont de nature à renforcer notre confiance et peu d'écart. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, on reste à un niveau de confiance similaire. Alors, on aurait pu dire pourquoi elle ne progresse pas, hein, ça aurait pu être une bonne question. Mais c'est plutôt peut-être que c'est alors on ne sait pas, ça peut être peut-être lié à la connaissance ou qui progresse ou à la méconnaissance, qui régresse, le fait de se limiter à ce pourcentage-là. En tout cas, le niveau de confiance reste à un niveau similaire à celui de l'année dernière. Alors, ce point-là, je vais assez vite parce que comme on a sur la partie, est-ce que votre conseiller vous a proposé un produit d'investissement responsable? C'est le même chiffre que l'année dernière, strictement le même. Il faut bien voir que notre structure de panel, on a majoritairement des clients qui sont non conseillés, hein. C'est-à-dire que, compte tenu de leur niveau d'épargne, ils font appel notamment au réseau bancaire ou assurantiel classique et donc, par définition, heu, ils n'ont pas de conseil, d'une façon, stricto sensu. Mais on reste toujours à ce niveau de 12%. Le développement des labels. Alors, là aussi, peu d'évolution par rapport à N-1. On reste toujours dans les proportions de 60-40. On a un petit peu de sceptiques qui progressent. Alors, pourquoi? Alors, là aussi, c'est peut-être lié à la méconnaissance qui régresse, mais en tout cas, les labels, restent d'une façon, positive et on le verra notamment sur la partie conseillée où c'est, clairement le cas. À partir du moment où on a un label, on a un coup de tampon, on ne se pose pas de questions métaphysiques, sur le fait que ça soit un produit investissement responsable. Alors, sur la question, est-ce que, votre épargne contient, des fonds d'investissement responsables?
Et alors là, c'est là où on voit une progression assez forte. Alors, de 10 points, hein, donc ce qui est, rappelez-vous, l'année dernière, on était à 21%, là, on passe à 31%. Heu, Effectivement, il y a une progression qui est forte, mais qui n'explose pas non plus, hein. Donc, on était un peu déçus tous. On disait: «Bon, on va être à 50%», mais non, on est à 30%. Donc c'est fort. Le niveau de confiance reste identique. On progresse dans notre baromètre, mais effectivement, notre taux de conversion, la confiance en acte d'achat progresse fortement, mais pas d'une façon exceptionnelle. Si on cherche à détailler, le point que je retiens, mais je reviendrai sur ce point, c'est que, lorsqu'on regarde par exemple les 5-20%, hein, donc ce qui est, les 16% là qui sont en 2e ligne, donc il y a la ligne la plus intéressante. On voit bien évidemment que c'est des jeunes, hein, des moins de 35 ans, des urbains, et si on va même plus loin, surtout des régions parisiennes, des cadres sup, hein, ou des professions intermédiaires. Mais le point que je retiens avant tout, ce sont des couples avec enfants. Et donc ça, c'est un point clé, c'est-à-dire qu'habituellement, Heu, l'apprentissage de la connaissance se fait parent-enfant. Là, il a l'air de se faire, enfant-parent. En tout cas, bon, c'est peut-être une discrétion de ma part, mais en tout cas, on voit ça, ou on peut le constater, en tout cas. Alors les motivations, alors ça aussi c'est une nouvelle question. Donc on essayait de rechercher, quel était l'impact de la crise sanitaire, dans les choix et de rechercher les motivations. Alors ce que l'on voit, c'est que lorsque vous regardez les libellés, bien sûr que les libellés, jouent énormément, dans les qualités de réponse, hein, mais on voit quand même que le premier point, c'est d'avoir pris conscience de la nécessité de faire évoluer le monde dans lequel nous vivons. Donc il y a 18%. Alors bon, bien évidemment, heu, il y en a beaucoup qui déconnectent, la partie, investissement et conviction. Mais en tout cas, c'est 18% qui sont là. Ce qui est important de croiser, c'est ces 18% avec leur capacité à investir dans le futur et puis, heu, leur capacité à renforcer les positions actuelles. Donc dans ces 18%, ils veulent tous investir d'une façon significative, dans l'investissement responsable à plus de 50%. Et puis, 40% envisagent aussi de renforcer leur position. Donc c'est très, très fort et on retrouve les mêmes types de populations que l'on a citées tout à l'heure avec, ces couples avec enfants, qui sont, et donc qui ont un voire plus d'1 enfant à la maison. Je regarde si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Non. Alors, les freins. Bon, le frein, pas de grosse révolution. On voit que le frein, c'est toujours le manque d'information, ça c'est clair, même s'il a baissé cette année, hein, puisqu'on était à 38% l'année dernière, on est à 31% cette année. Hem, donc ça, je pense que c'est lié avec la connaissance. Lorsqu'on a de la connaissance, par définition, on veut aussi en savoir plus. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est bien sûr, les efforts qui sont consentis aussi par les autorités de tutelle, les sociétés de gestion pour, donner plus d'informations et là, je pense que ça se ressent aussi, dans, ce tableau. Bon, celui-là ne vous apportera pas grand-chose parce que vu que on est sur 326 répondants seulement. Ce que l'on voit seulement, alors si, un point qui est quand même important, c'est que lorsqu'on cherche à avoir de l'information, ce qu'on veut avoir, c'est de l'information sur de l'impact. Hein, vous voyez les 3 premiers critères, c'est impact environnementaux, hem et des impacts sur des indicateurs d'impact sur les 3 dernières années et puis aussi sur la partie, sociale. Alors moi, je suis un peu déçu pour le suivi des controverses, hein, puisque vous voyez qu'il ne recueille que 12%, mais là, on espère que ce chiffre va progresser, les années futures. Alors, en conclusion sur cette partie, épargnant, que pouvons-nous dire? D'abord, un taux de conversion, la confiance qui progresse, hein, mais n'explose pas. C'est-à-dire que, notre confiance était et reste au même niveau, mais on a effectivement une progression des actes d'achat, liés, cette année. On a aussi donc des épargnants qui sont à la recherche de sens pour leur épargne, avec une non-connaissance qui régresse. Les thématiques, c'est d'abord le respect de l'environnement, qui sont prioritaires, clairement. Ensuite, des potentialités d'investissement qui sont significatives puisque, 44% se disent prêts à investir plus de 30% de leur épargne dans l'IR. Des freins encore à lever, on l'a dit, tout de suite, avec le manque d'information,
Ils veulent plus d'indicateurs d'impact. Et puis, le point important, des produits qui préservent le capital et qui permettent d'investir dans de l'épargne qui fait sens. Passons maintenant aux conseillers. Alors, sur les conseillers, donc, encore une fois, on a le même rapport que l'année dernière, à peu près, entre les BP et CGP. On a juste élargi le scope, puisqu'on est à 475 contre 415 l'année dernière. Euh, alors, sur la connaissance, je vais aller très vite sur le point, il n'y a pas de débat. Donc, les professionnels se disent au fait sur la connaissance, notamment sur le connaît très bien. On voit des progressions assez significatives, notamment côté CGP. On a pratiquement plus de 8 points sur ce sujet-là. En gros, et puis lorsqu'on regarde à l'opposé, ceux qui n'en ont juste entendu parler, on était à 10% l'année dernière, on passe à 2% cette année. Donc, il n'y a pas de problème sur la connaissance. Il faudrait peut-être à un moment donné qualifier cette connaissance, mais en tout cas, sur l'existence, rien à dire. Sur la partie thématique. Alors, les thématiques côté conseiller, alors c'est pas complètement la même chose. Alors d'abord, c'est des thématiques sur l'environnement qui sont là en force, puisque, et qui progressent, puisque globalement, toutes les thématiques autour de l'environnement progressent de 8%, et que le social régresse, lui, fortement, moins de 18%. Alors par contre, il y a de la notion de gouvernance, donc les conseillers sont très sensibles à cette partie gouvernance. Et puis, ce que l'on voit, c'est que vous voyez dans le cartouche gris tout en bas, vous avez le nombre de réponses multiples, puisque c'est une question multiple. Alors tout à l'heure, on avait les épargnants qui avaient répondu à hauteur qui avaient proposé 4 réponses. Et là, vous voyez que les CGP n'en proposent que 3. Donc, ce qui explique les scores très larges sur un certain nombre de sujets, et notamment sur le respect et la protection de l'environnement. Autre point donc, qui est aussi important et qui était une question de l'année dernière et qui me paraît être le slide qui tue, c'est pour ça qu'on l'a qualifié de news, le renversement de tendance. Les conseillers évoquent désormais systématiquement les produits investissements responsables dans leurs propositions auprès de leur clientèle et avec des pourcentages qui sont significatifs. Dans les deux cartouches de gauche, vous voyez qu'on était à 28% de propositions à tous vos clients l'année dernière et on passe à 52% cette année. Alors, cette progression, elle est liée fortement, bien sûr, à la partie conseiller en gestion de patrimoine qui double pratiquement leurs chiffres, mais qui font plus que doubler, puisqu'ils étaient à 23% l'année dernière et qui passent à 49% cette année. Et puis, à l'inverse, on voit que le jamais, qui était de 23%, passe à 1% cette année. Donc, on voit bien qu'il y a un très net renversement de tendance sur ce point. Et ça, c'est une information essentielle pour le développement des produits d'investissement responsables. Alors, aux conseillers, lorsqu'on leur demande quel type de fonds ils proposent à leur clientèle, alors, là, c'est une question un peu nouvelle parce qu'on a un peu reconditionné la question parce que l'année dernière, elle était un peu trop classique puisqu'on suivait des schémas un peu techniques de présentation des fonds. Donc, on a cherché plutôt à les délivrer sur la partie thématique. Donc, l'on voit que ça soit CGP ou BP, les premiers types de fonds qu'ils proposent, ce sont des fonds à thématique environnementale. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point, et là, on voit un effet reconditionnement des fonds génériques que l'on avait préalablement et qui ont opté pour le label ISR. Donc, c'est des fonds diversifiés qui sont passés donc ISR et donc, par définition, qui sont fortement proposés par les CGP et BP. Ensuite viennent les fonds thématiques sociales, comme vous pouvez le lire. Alors moi, je suis un petit peu gêné pour les dernières catégories, surtout sur les fonds recherchant l'impact, où on pensait qu'une marche allait être à nouveau franchie. On pensait aussi que les ETF, dont on a beaucoup parlé, allaient être beaucoup proposés, ce qui est moyennement le cas en tout cas. Et puis, sur le private equity, alors je sais que les private equity n'ont pas de label, donc par définition, c'est peut-être un point aujourd'hui qui manque dans le dispositif. Mais effectivement, là aussi, on est dans des niveaux qui sont assez faibles. Point à noter,
je voudrais souligner les fonds global macro qui sont à composante ESG, qui ont des propositions qui sont quand même assez intéressantes. Alors, sur la question de comment considérer les produits d'investissement responsable dans votre proposition de service, le point que je noterais, c'est la conviction. C'est-à-dire qu'un point que l'on ne voyait pas l'année dernière, c'est qu'il y a une forte conviction auprès des conseillers maintenant que les produits d'investissement responsables apportent un réel plus et ne se limitent plus à un effet de mode. Vous vous rappelez, l'année dernière, on avait posé cette question et on voyait que l'effet de mode était pratiquement majoritaire sur cette question. Ce que j'aimerais souligner aussi, c'est les effets résilience. Puisqu'on voit que sur les 2 dernières lignes, vous avez un produit disposant de qualité propre et une protection face aux risques financiers. Vous avez quand même des pourcentages qui sont certes limités, mais qui existent. Et puis, ce que je trouve rassurant, c'est le fait que ça ne soit pas une obligation, c'est-à-dire qu'on ne l'intègre pas à les portefeuilles parce que c'est obligatoire, hein. Et donc, là aussi, c'est rassurant, c'est véritablement une conviction et une véritable, comme l'année dernière, une opportunité de diversification pour les portefeuilles. Alors, on a essayé de faire des graphiques un petit peu compliqués. Alors, ils sont assez intéressants parce que l'année dernière, on avait une vision où c'était effectivement le manque d'informations. Alors, ce manque d'informations n'est plus présent aujourd'hui, ou en tout cas, il est beaucoup moindre, hein. Côté CGP, c'était la raison qui était évoquée comme frein en premier, puisque ça représentait 48 dans le questionnement. Aujourd'hui, le manque d'information côté CGP est à 28 il est aussi 23 donc côté BP. Ce qui est intéressant, c'est le manque d'intérêt des clients. Donc, on sent bien que les conseillers doivent encore convaincre une partie de leur clientèle, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, puisqu'il reste encore une partie de clientèle à convaincre sur ce sujet. Ce que l'on voit aussi, et ce qui me paraît important, c'est que si vous vous rappelez un petit peu les chiffres de l'année dernière, la performance était considérée comme un frein. Ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que le mythe de produits investissement responsable et qui n'était pas capable de performer a vécu, hein, clairement. Et par contre, le point qui est intéressant, c'est que même si on considère qu'on a un peu plus d'informations aujourd'hui qu'hier, par contre, on veut beaucoup plus de transparisation, beaucoup plus d'indicateurs là, pour pouvoir reporter particulièrement bien à ses clients. Alors l'offre, c'est pareil, c'est pas un enjeu, hein, puisque on voit qu'aujourd'hui l'offre est assez bien levée et pourtant c'est pas le cas, hein, puisque comme le disait Arnaud tout à l'heure, on n'est qu'à 25 du marché. Il y a des nouvelles frontières à capter, notamment sur la partie taux, hein. Donc là aussi, il faut encore travailler sur ce sujet. Alors je vais essayer d'aller plus vite. Hem Disposez-vous d'éléments d'information suffisants pour effectuer votre sélection de produits? Alors oui, donc clairement, ça progresse de plus en plus. Bon, vous savez que, il y a un certain nombre d'outils d'allocation qui sont mis en place et de sélection de produits qui sont mis en place, notamment auprès, des CGP qui permettent de mieux sélectionner, les produits. Donc on a, des fortes progressions, hein. Vous voyez, 36 l'année dernière, on est passé à 51 avec une énorme progression sur la partie, CGP. Donc on voit que, l'information, circule aujourd'hui. Dernier point, avant-dernier point, pardon, sur l'accélération de la demande. On a posé la question, donc ça, c'était une nouvelle question au CGP et aux conseillers, si, effectivement, comment ils pouvaient expliquer l'accélération de la demande. Et donc on voit bien que c'est d'abord la prise de conscience des enjeux climatiques, hein, donc qui est mise en avance. Alors, et puis, on voit que la partie résilience des fonds responsables a bien circulé, hein, puisqu'on le voit apparaître fortement aussi dans le graphique avec des pourcentages très forts. Et puis aussi, on le voit sur la partie dimension des risques qui est très présente. Alors bien sûr, il y en a qui constatent pas d'accélération, hein, puisqu'ils ils sont 33 quand même à constater l'absence d'accélération. Dernière question sur les labels. Alors là, on a une progression qui est assez forte, hein. Donc, alors qui s'explique, à mon sens,
par plusieurs choses. D'une part, parce que, d'une part, la connaissance, hein, le fait qu'on intègre ce type de produit, qu'on peut aussi, maintenant côté, BP et côté, conseiller en gestion de patrimoine, faire des mandats qui sont purs, ISR ou intégration ESG, hein, donc ce qui pousse aussi à, avoir recours, au label. Et puis, effectivement, pour les allocs, le fait d'avoir un reconditionnement de produits, classiques, hein, génériques, hein, notamment les fonds diversifiés ou les fonds flexibles, bah, le fait qu'ils soient ISR, bah, ça facilite le fait, de les intégrer dans les allocations. Alors, voilà pour, j'en ai fini sur cette partie-là. Donc bien sûr, vous allez recevoir une version qui sera beaucoup plus détaillée, dans les chiffres. Juste en conclusion sur la partie, CGP conseiller plutôt, que ça soit, à la fois en gestion de patrimoine et en banque privée. Donc on voit que l'effet de mode s'est transformé en conviction. 52 des conseillers proposent désormais des produits IR à tous leurs clients. Donc là, c'est vraiment une révolution. Le label est clé, hein, puisque 85 considèrent que le label est un indicateur de confiance et avant tout, du fonds thématique à consonance environnementale. Arnaud, pour conclure. Merci Pascal. Alors, quelles sont les leçons que l'on tire et les actions que l'on prend au sein de la maison CPRM? Donc, tout d'abord, sur les thématiques de prédilection, donc aussi bien épargnants que conseillers mettent largement en avant, évidemment, la thématique de l'environnement. Donc, évidemment, le climat, c'est l'enjeu majeur pour les prochaines années. Ici, j'ai simplement rappelé, évidemment, l'évaluation de température mesurée par l'ensemble des agences mondiales, c'est indiscutable. Et évidemment, ça se traduit nettement aujourd'hui déjà en termes de coûts, par exemple, sur les catastrophes naturelles aux États-Unis, où ça explose, que ce soit les ouragans, mais aussi des tempêtes, avec des chiffres, encore une fois, impressionnants. Donc, la prise de conscience, elle est évidemment totale, y compris et surtout parmi les jeunes, mais pas seulement. Et donc, c'est évidemment un point qu'il va falloir traiter collectivement. Donc, mais il y a aussi une autre thématique qui ressortait, la thématique de l'éducation, de la diminution des inégalités. D'ailleurs, c'est des thématiques qui sont liées, hein. C'est clair que, par exemple, il y a des terres qui seront inhabitables. Et évidemment, ça va créer aussi une inégalité parmi ces populations-là. Donc, et d'ailleurs, l'inégalité en termes de macroéconomie, ça prend évidemment de plus en plus d'ampleur. L'OCDE a montré que c'est un facteur de réduction du PIB assez net. Et la Fed s'est emparée du sujet. Et elle voit aussi la Fed que ça limite l'ascenseur social, ça fracture le marché du travail. À gauche, vous voyez ici clairement le graphe qui montre que l'accès au marché du travail a été encore plus difficile pour les populations les moins diplômées. Et on voit aussi à droite, c'est la Fed encore une fois qui l'a souligné, que selon le groupe ethnique, évidemment, il y a eu aussi une égalité par rapport au taux de chômage aux États-Unis au cours de l'année 2020. Donc, quelles ont été nos réponses au sein de la maison CPR? Donc, depuis déjà évidemment 2018, on a développé l'offre. Donc, d'abord, évidemment, sur les stratégies climat, au passage sur toutes les classes d'actifs, hein. Il ne faut pas se restreindre uniquement au monde d'action, hein. Pascal l'a rappelé que, par exemple, les conseillers apprécient aussi l'intégration des facteurs ESG dans le monde multi-asset. On a évidemment, pour cette stratégie-là, on s'est accompagné d'un partenariat avec le CDP, qui est donc l'ONG de référence pour les politiques climat de la part des entreprises. Et d'ailleurs, on a rajouté aussi un engagement de compensation carbone. C'est-à-dire, non seulement on réduit l'empreinte carbone, mais le solde, on réduit à zéro l'empreinte carbone via des projets de reforestation ou d'entretien des forêts. On l'a fait pour plusieurs fonds et on va le développer de plus en plus. Évidemment, encore une fois, les thématiques de l'éducation ou des inégalités, on sait très bien que c'est un enjeu et on a développé un fonds dédié à l'éducation partout dans le monde avec un certain succès, au-delà de 500 millions d'encours déjà en moins de 3 ans. Et là, l'éducation, c'est au sens large, hein. C'est évidemment l'éducation des jeunes, mais aussi la formation continue. On sait très bien que c'est un facteur clé de réussite pour l'ensemble des salariés globalement. Et aussi, donc, on a lancé aussi un fonds, cette fois-ci centré sur la réduction des inégalités, où là, l'idée, c'est de préférer les entreprises qui font le plus d'efforts en la matière, y compris dans un pays donné. Et donc, c'est pour ça qu'on a une double approche, aussi bien pays que société, selon les 5 piliers qui sont mentionnés ici, revenus, fiscalité,
diversité, santé, éducation et droits humains. Donc, dans l'étude qu'a développée Pascal, on avait vu qu'un des freins, et on partage ce point de vue, un des freins, c'est le manque d'information et notamment le manque d'information sur les critères d'impact. Et on sait que ça va se développer. Donc, dans les trois axes qu'on mentionnait ici, l'environnement, le social et la gouvernance, on voit qu'on de plus en plus, on prend en compte ces critères dans les gestions, aussi bien, encore une fois, on voit les exemples, je ne vais pas tous les détailler, mais par exemple, dans l'éducation, c'est le nombre d'étudiants formés ou le bénéficiaire de formation continue. Dans l'environnement, c'est évidemment la réduction d'empreinte carbone que j'ai déjà mentionné, mais pas seulement, le taux de recyclage des déchets. Et dans la gouvernance, on met en avant le ratio d'équité qui est tout simplement le rapport entre la rémunération du dirigeant et la moyenne ou la médiane des rémunérations des salariés. On sait aussi que la réglementation va développer beaucoup ces rapports d'impact, notamment, donc, je l'ai évoqué déjà, la NFRD, donc Non-Financial Reporting Disclosure, va amplifier ce phénomène en imposant aux sociétés de publier de plus en plus leurs indicateurs clés, leurs KPI. Une des conclusions aussi de l'étude, c'était que les labels, finalement, ça sert de tampon et ça favorise le développement des fonds. Au sein de la maison CPRM, on a effectivement amplifié le phénomène avec un certain nombre de labels, alors de droit luxembourgeois parfois pour les fonds luxembourgeois, mais aussi évidemment de droit français. Et donc, on va continuer. On sait aussi qu'il y a d'autres démarches dans d'autres pays. On appelle d'ailleurs de notre vœu une harmonisation au niveau européen qui va arriver au cours des prochaines années. Alors, encore une fois, donc au sein de la maison, on a développé sur l'ensemble des classes d'actifs. On est persuadé que c'est ce qui va faire bouger les choses, pas simplement uniquement dans l'univers action, mais aussi dans l'univers des fonds diversifiés et l'univers obligataire. Donc, vous voyez que la répartition ici concerne l'ensemble de ces classes d'actifs et on voit l'ensemble des encours bien progresser. Et donc, ces chiffres sont arrêtés à fin 2019, mais ça va progresser encore dans les prochaines années. Encore une fois, c'est une lame de fond qui nous concerne tous. En termes de gamme de fonds, donc vous voyez donc, l'ensemble des classes d'actifs sont exposées ici. Mais par exemple, sur le crédit, on a eu l'occasion de développer Smart Beta Crédit ESG. Sur les convertibles, c'était CPR Convexe ESG. Alors, sur les fonds multistratégie à performance absolue, pour rappeler ce qu'évoquait Pascal sur le fait qu'ils veulent aussi garder cet axe-là, on a pu développer pour le réseau LCL compensation carbone multistratégie, où non seulement, encore une fois, on permet la compensation carbone, mais dans une démarche de performance absolue partout dans le monde. Sur les actions, évidemment, ça reste le cœur. Donc, aussi bien le climat que l'éducation, comme j'ai mentionné, mais pas seulement. On voit qu'on a pu développer des fonds centrés sur la chaîne alimentaire, comme Food for Generation. Donc, l'idée, c'est évidemment d'intégrer de manière massive l'ensemble des critères ESG pour l'ensemble des portefeuilles et de développer des critères d'impact, comme j'ai déjà mentionné. Et on sait que ça sera, encore une fois, un facteur clé pour limiter les derniers freins et convaincre les épargnants ou les conseillers d'augmenter leur part en investissement responsable. Voici le temps des questions-réponses. Donc, je vais prendre la tablette pour voir si il y a eu des questions. Alors, à ce stade, je n'en vois pas. Donc, on a été très clair, Pascal. Mais peut-être on peut, juste sur la synthèse qu'il faut retenir, il y a une slide qu'on n'a pas mentionnée, mais peut-être qu'on pourrait juste revenir sur la synthèse pour que tout… Je vais remonter rapidement. Comme ça, vous avez la totalité des messages issus des études qui concernent à la fois les épargnants et les conseillers. Donc, Pascal l'a rappelé, donc, la confiance envers l'épargnant, envers l'investissement responsable reste au même niveau, donc entre 66 et 65. Et il y a eu 10 points de conversion de cette confiance pour passer de 21 à 31. Et la thématique de l'environnement, on l'a suffisamment mis en avant, mais c'est clair. Et de toute façon, c'est le risque majeur pour les prochains mois. Et donc, les freins à lever, c'est effectivement être de plus en plus concret et adopter de plus en plus des critères d'impact. Donc, il y a une question qui est arrivée en ce temps-là. Bonjour, on voit une différence nette entre les thématiques proposées par les conseillers et celles appelées par les clients.
Est-ce que tu as une idée, Ah, Pascal, de cette distinction? oui, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, côté conseiller, on est très fortement sur des thématiques qui sont environnementales, alors que c'est beaucoup plus diffus côté épargnant, puisque c'est à la fois les thématiques sociales, droits humains et environnementales qui sont clés. Alors pourquoi? Parce que bien évidemment, il y a l'offre qui fait état, hein, puisqu'on a beaucoup plus de fonds aujourd'hui à thématique environnementale qu'à thématique sociale, on va dire, hein, puisque c'est un thème en progression. Et puis aussi, ça fait sens, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on est un conseiller, bah, effectivement, de mettre des fonds verts, c'est quelque chose de beaucoup plus explicite. Alors, vous allez voir que j'ai pondéré un petit peu ce discours dans le cadre des stats, puisque je le rappelle, les conseillers recherchent dans le cadre des mandats qui sont des mandats à intégration ESG, à la fois des fonds ISR qui sont des fonds génériques, donc qui sont juste labellisés, hein, donc c'est-à-dire qu'on rajoute un filtre supplétif, on va dire, et puis des fonds à pure thématique. Et effectivement, dans les sélections, ce sont d'abord des fonds à thématique environnementale qui sont sélectionnés. Peut-être que tu veux rajouter un petit mot, Arnaud, là-dessus? Non, mais effectivement, tu as dit l'essentiel, mais encore une fois, c'est vrai que l'offre peut-être en fonds environnemental est encore plus large Ouais. que dans les autres thèmes et que, par exemple, l'offre éducation est assez restreinte aujourd'hui, mais elle va peut-être se développer, etc. Oui, par exemple, sur l'égalité des sexes, hein, puisque c'est une thématique qui est quand même assez présente côté épargnant. On voit aujourd'hui que l'offre, même si elle existe, hein, puisqu'elle elle s'est développée, mais elle est récente. C'est-à-dire que les produits qui sont sortis sur ce point, on voit qu'il y a quand même une attente côté épargnant. Bah, l'offre, elle est toute jeune, hein, il faut qu'elle fasse ses preuves avant d'être effectivement déployée et surtout proposée par les conseillers. Et c'est vrai que, pour compléter mon propos sur les mesures d'impact, il faut le savoir qu'aujourd'hui, c'est évidemment quand les sociétés publient de plus en plus leur empreinte carbone et leur dynamique de réduction, c'est vrai qu'elles ne publient pas encore toutes des critères liés au social de manière très précise. Donc, ça va venir, encore une fois, grâce à la réglementation. Et donc, on a bien en tête que l'offre va aussi se développer côté du social. Alors, une autre question. Il est étonnant de voir que les épargnants se plaignent du manque d'offres, euh, car aujourd'hui, tous les produits sont verts. Bon, alors il se manque. Ouais, alors, ils se plaignent pas, hein, puisque ça fait le frein, c'est surtout le manque d'information hein, qui est souligné. Ensuite, que l'offre, elle est pas si exceptionnelle que ça, hein. Je rappelais un chiffre, on n'est qu'à 25% des UCITS aujourd'hui qui sont investissements responsables ou qui intègrent de l'ESG, soit des critères ESG, pardon, soit qui sont ISR. Donc, on n'en est qu'à une première étape. On a encore beaucoup de pas à franchir avant d'arriver au 100% de UCIT avec intégration de critères ESG. Donc l'offre n'est pas complète, hein, et comme on le disait juste avant, on est beaucoup sur du vert, donc avec sur des thématiques qui, à la fois des thématiques silos, c'est-à-dire sur l'eau, la biodiversité, et des thématiques plus transverses, sur comme le produit que vous avez chez vous sur l'alimentaire, hein, du champ à l'assiette. Mais aujourd'hui, sur la partie sociale, on reste très loin encore d'avoir déployé l'ensemble des offres que l'on pourrait proposer. Justement, il y a aussi la question sur, par ailleurs, l'éthique des affaires qui peut pourtant sembler essentielle, ne retient guère l'attention, c'est vrai, mais l'année dernière déjà, on Ouais, l'avait fait ouais, allusion, l'année ouais. dernière déjà. Ouais, oui, c'est les points que je soulignais tout à l'heure sur la différence assez forte entre les épargnants et les conseillers. On voit que les conseillers sont assez sensibles à ces thématiques-là. Alors, il y a un autre rapport qu'on peut faire, c'est avec la gestion des controverses, hein, puisque la gouvernance, quand même, c'est un levier assez fort sur la gestion de la controverse. Et on voit effectivement que les épargnants sont assez peu sensibles, alors peut-être parce qu'ils maîtrisent un peu moins, qu'ils sont assez éloignés de ces sujets-là, alors que les CGP et les banquiers privés sont très sensibles à la gestion de la gouvernance au sein des entreprises, quoi. Peut-être que les épargnants, ils ont en tête que en gros, ça doit faire partie du business depuis Ouais, tellement ouais, longtemps que ouais. ça ne devrait même pas être un sujet. Bon, hein.
Une autre question. Est-il vraiment envisageable de tabler sur une standardisation des indicateurs et sur une harmonisation des labels? Alors, encore une fois, moi, je crois qu'il faut être assez optimiste en la matière. Côté corporate, il va y avoir une obligation de publier un grand nombre de KPI, d'indicateurs clés, qui vont être standardisés. L'empreinte carbone, aujourd'hui, elle est quasi standardisée, hein. Donc, ça sera la même, le ratio que j'évoquais, le CO2 pay, c'est-à-dire le ratio d'équité, rémunération moyenne des dirigeants divisé par la rémunération, la rémunération du dirigeant divisée par la rémunération moyenne des salariés. Il y a beaucoup de pays où c'est complètement standardisé et c'est même obligatoire de la diffuser. Ce n'est pas encore le cas partout dans le monde, mais ça va le venir. Donc, je pense que ça sera comme on a connu dans le monde financier classique. Il y a eu malgré tout une diffusion de l'information qui a été standardisée, y compris par des audits. Et on aura la même chose dans le monde, entre guillemets, extra-financier. Alors, l'harmonisation des labels, bah, ça, c'est le charme de l'Europe. Au début, chaque pays émet un label, mais vous voyez que par exemple, la réglementation SFDR s'applique à l'ensemble de l'Europe. Et donc, malgré tout, je suis assez optimiste. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais à la fin, on aura une harmonisation des labels parce que beaucoup de sociétés de gestion, y compris CPRM, on commercialise à travers toute l'Europe. Et c'est vrai que faire une démarche pays après pays est un peu plus lourd. Une question sur l'immobilier. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. En même temps, est-ce que le label ISR immobilier rencontre-t-il un certain succès auprès des épargnants conseillés? Ouais, c'est un peu tôt pour le dire, hein. Je pense que c'est une très bonne question pour l'année prochaine, hein, puisque le nouveau label, il date de cet été et mis en place à partir du 21 septembre. Ouais, 21 septembre, oui, octobre, oui. Et donc, c'est difficile encore à calibrer. Moi, je pense que ça aura un fort succès. Pourquoi? Parce que dans les démarches immobilières, alors d'abord, il y a un effet immobilier et transformation, hein. Donc, on parle d'add value puisque l'immobilier doit se transformer pour suivre à la fois la RE 2020 et aussi le droit tertiaire. Et donc, ça va impacter par définition la façon d'acquérir des logements. Et donc, le fait de rajouter le label ISR sur des portefeuilles, bah, effectivement, ça peut pousser les épargnants à sélectionner ce type de produit. Alors bon, l'immobilier, effectivement, c'est en pleine transformation, hein, aujourd'hui, donc là, très impacté par le Covid, mais ça sera une très bonne, un point qu'il faudra qu'on rajoute. Dans le baromètre 2022. Voilà, baromètre 2022. Ouais. Non, moi, ce que je regrette, c'est aujourd'hui, c'est l'absence de label. Alors, je sais que c'est très, très compliqué à faire, hein. C'est sur la partie véhicule non coté, parce que là, effectivement, ça pourrait être aussi un accélérateur de la distribution de ce type de produit, quoi. Ok, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc on peut mettre fin à cette conférence. Nous avons été ravis avec Pascal, hein, de vous présenter ce baromètre 2021 et donc on prend date pour l'année prochaine pour suivre l'évolution tant de la confiance que de la conversion de cette confiance en actes concrets. Et on vous donne rendez-vous au cours de l'année 2020 sur d'autres sujets, 2021 sur aussi les sujets marché financier, etc. À bientôt. Au revoir.